Pour ce débat, pour accompagner Belém Khalaf à cette table, j'ai le plaisir d'accueillir Jean Zermatten. Et avant de parler de ce qui les réunit, on va peut-être rapidement dire ce qui les sépare. Alors, Belém Khalaf a fait son droit au Liban et ensuite vous êtes parti en France, vous avez terminé vos études en France, je crois que c'était pendant la guerre, et au Liban, pendant la guerre civile, ce qu'on appelle les événements au Liban. Et quand vous êtes rentré au Liban, vous n'avez pas embrassé la carrière de magistrat, mais vous avez décidé de devenir avocat. Donc vous êtes entré au barreau de Beyrouth. Très vite, et ça vous nous le raconterez, vous vous êtes intéressé, déjà avant vous vous étiez intéressé au sort des enfants libanais. Pour Jean Zermatten, vous avez grandi dans un pays en paix, vous avez fait vos études en Suisse, à Fribourg, et vous avez préféré la magistrature. Donc vous êtes devenu juge pour enfants et vous êtes très actif depuis toujours dans les droits pour les enfants. Ce qui vous rassemble aussi, assez curieusement, c'est que tous les deux, vous avez fait partie d'un comité de l'ONU, Jean Zermatten pour les droits des enfants et Belém, c'était contre les discriminations raciales. Et il se trouve que vous avez même eu en commun certains intervenants. Voilà, donc vous avez trouvé beaucoup de points communs tout à l'heure quand vous êtes rencontrés. J'aimerais que vous nous racontiez, Belém, comment vous avez commencé votre activité avec les jeunes, parce qu'en fait, vraiment, le thème de cette soirée, c'est la jeunesse. Comment vous avez commencé vos activités avec les jeunes, et en particulier avec les enfants? Comment vous en êtes arrivé à, avant de fonder votre ONG déjà, de vous engager auprès des enfants? Tout d'abord, bonsoir à tout le monde. C'est très difficile, après ce film, de venir et être sous les projecteurs comme ça. Surtout que je sens que ce qu'il fallait faire, premièrement, voir, c'est sûrement pas le visage de celui qui parle. Parce que moi, je n'étais en train que d'expliquer. Alors que les vrais acteurs, c'était derrière. Et ces vrais acteurs, c'est à eux aujourd'hui que je pense, et je pense particulièrement à ceux qui m'ont permis d'être là. Tout particulièrement, je dirais, René Pierre, bien évidemment, mais aussi et surtout à toutes les personnes qui ont visité le Liban, qui se sont intéressées au Liban, qui viennent non seulement une fois et deux, mais aussi qui pensent et qui nous font penser que le Liban n'est pas délaissé. C'est à eux que je pense, et je dirais, Stéphanie, une joie de la retrouver ici, mais aussi Véronique, pardon, est une joie de la retrouver ici, tout autant que Jean que je viens de connaître, mais comme si c'était des années de fraternité et de connaissance. Je vais vous dire, je ne suis pas là pour raconter l'histoire d'une ONG. Parce que Offre-Joie n'est pas une ONG. Offre-Joie est encore moins une association. Offre-Joie n'est pas, une structure. Offre-Joie est un sens de vie. Offre-Joie, c'est des flashs de vécu qui m'ont marqué et qui m'ont permis de grandir dans un pays en guerre qui n'était qu'une goutte de sang sur les écrans de télévision, alors que dans mon cœur, il y avait une graine d'espérance qui grandissait. Bon, je peux vous raconter toute mon histoire sur mon enfance et tout ça, mais je vais vous donner des flashs. Premier flash. Moi, j'ai vécu dans une famille où ma grand-mère vivait avec nous. Et donc, j'avais droit chaque soir, avant de dormir, à une histoire. Et une de ces histoires, je vais vous la raconter parce que elle me porte depuis, et vous allez pouvoir saisir quelle est son importance. Elle me raconte un soir que dans une principauté, il y avait un
un prince qui a eu l'âge de 18 ans. Et à l'âge de 18 ans, le père vient dire « Tu peux demander ce que tu veux ». Et lui, tout heureux de cette proposition, demande « Je veux voyager ». Et puis le père lui dit « Aucun souci, mais j'ai une condition ». Il lui dit « Laquelle ?» Il lui dit « Dans chaque pays où tu arrives, tu construis une maison ». Le jeune, pris de stupéfaction, triste, lui dit « Mais papa, tu ne veux pas que je voyage ?» Il dit « Si, je te dis, tu pars là où tu veux, mais il y a cette condition. » Il dit « Papa, tu ne veux pas que je voyage ?» Il lui dit « C'est ma condition. Si tu prends, tu prends. Si tu ne prends pas, tu restes là. » Triste, il sort du palais, il est dans les rues, il est erré, et puis il tombe dans une petite ruelle. Et là-bas, il y a un vieux qui le reconnaît. Il court vers lui, il lui dit « Mais prince, qu'est-ce que tu viens faire ici ?» Il dit « Laisse-moi, je suis triste. » Il lui dit « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Il dit « Laisse-moi. » Et puis, il le prend. Il essaye de le calmer et il lui dit « Dis-moi, qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « Regarde. » Il lui raconte que son père lui a imposé une condition qui est celle de construire une maison. Et puis il le regarde avec un air si paisible et avec le grand sourire. Et il lui dit « Mais c'est facile !» Il lui dit « Mais et comment ?» Il arrive, il lui chuchote à l'oreille. Et puis on voit le prince qui court. Il arrive au palais, il ouvre la première porte, la deuxième, il arrive à la chambre. Il dit au père « Oui, j'accepte. » Il dit « Alors ?» Il lui dit « Dans chaque pays où j'arrive, je ferai un ami. » Ça, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, mais elle est tombée dans le cœur d'un jeune qui grandissait. 16 ans, un autre flash. 16 ans, vous savez, vivre à 12 ans ou à 13 ans la guerre, je ne vous dirai pas, je ne pourrai jamais vous communiquer ce qu'on a comme blessure et ce qu'on pourrait vous communiquer. Donc, je fais fi. Mais je vais vous dire quand même un flash important. À 16 ans, quand vous ne savez pas si le lendemain vous pouvez aller à l'école ou vous ne pouvez pas y aller, quand vous savez que votre camarade a pu être blessé et l'autre est décédé, si vous passez la nuit dans l'abri et si vous ne pouvez pas aller, dormir dans votre lit, tout ça, il y avait quelque chose de petits autocollants qui circulaient soit à l'école, soit dans les murs. Non à la guerre, oui à la paix. Petit, autocollant de rien du tout. Mais qui faisait ça? Et je cherchais. Et on m'a dit, c'est Abouna Maroun. Un autre flash. Vous rigolez parce que certains connaissent, mais n'oubliez pas. Vous allez comprendre plus tard maintenant, et avec le temps. Abouna Maroun, c'est celui qui vient sur la ligne de démarcation entre les deux Beyrouth séparées et qui se tient au milieu avec des gens et qui portent, je dirais, le flambeau de l'espérance en disant non à la guerre. À 16 ans, non à la guerre, ce n'est pas quelque chose de peu. Deuxième flash. Abouna Maroun est là. Pour ceux qui ne le connaissent. Bien sûr. Troisième flash, c'est grandir à 18 ans. Vous savez, comme tous les jeunes, on ne peut pas rester à la maison, même dans un pays en guerre. Le choix est facile, soit porter les armes, soit rester à la maison, à ne rien faire, ou aller à la Croix-Rouge. Secouriste à la Croix-Rouge. Il y a des gens ici qui étaient des responsables, des jeunes gens, et qui étaient, là aussi, il est là, il est venu de Genève pour être là, Johnny Ayoub, qu'on était secouristes ensemble. Secouristes en pleine guerre, c'est-à-dire
porter l'humanité blessée au-delà des frontières qui existaient. C'est chercher l'homme là où il est, sans regarder ni sa religion, ni son, je dirais, ni d'où il vient, ni sa classe, ni son... C'était l'homme qui nous importait. Et à travers ça, on gagnait l'espace de tout le Liban, alors que le Liban était morcelé. On ne pouvait même pas aller au-delà pour faire 100 km. Imaginez qu'il fallait passer des barrages. Et ces barrages, c'était des barrages de peur, non seulement de peur, mais aussi on pouvait passer 6 heures, 8 heures pour passer juste une région. Troisième flash. 10 ans de guerre, 1985 à 21 ans, on a le cri qui monte. Il y a un cri qui monte, c'est le cri de la colère contre la guerre. Tout le monde dans le pays, il fallait que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Ça suffit. 10 ans, c'est lourd. 10 ans. Moi, je fais partie d'une génération, excusez-moi le terme, à qui on a volé son enfance. Je dirais même plus, avec les termes qu'on ne peut pas communiquer, mais on nous a violé notre jeunesse. C'est des mots, mais ô combien marqués dans le silence de ce qu'on peut vivre. C'est comme ça que 85, une autre image. On veut faire arrêter la guerre. Vous imaginez des jeunes de 21 ans dire « on veut aller contre la guerre ». Bon, c'est très bien, bravo, c'est des mots, c'est des vœux pieux que quelques-uns peuvent... Ah non, 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 on veut aller contre la guerre. Et pourquoi ? Et on se disait comment arrêter la guerre ? Comment arrêter la guerre ? Tous les rêves sont possibles. Pour les jeunes, ne laissez jamais quiconque voler vos rêves. Personne n'a le droit de toucher à nos rêves. Et donc, on avait ce rêve d'aller à l'encontre de la guerre. Et puis, comment faire ? Comment imaginer tout ça ? C'était simple. Quel était le but de la guerre ? Le but de la guerre, c'était de diviser les gens, de ne pas les laisser approcher les uns des autres, de créer des zones monocolores sous l'appellation de la religion, sous l'appellation je dirais, de partisans, de tout ce que vous voulez. Tout était permis pour séparer les gens. On s'est dit, si c'est comme ça, c'est simple. Donc la guerre veut séparer les gens. Si on veut aller à l'encontre de la guerre, l'idée est facile. C'est rassembler les gens. C'est là, tout est parti de cette idée. Rassembler les gens au lieu de les laisser dans la division. Comment séparer les gens ? C'est l'histoire que je vais vous raconter sans trop prendre du temps. C'était... on allait faire ce qu'on savait faire à 21 ans, c'était des colonies de vacances. Colonies de vacances, c'est très bien, colonies de vacances, mais attention, c'est pas au nom de la charité, ni au nom de la pitié, ni au nom des enfants de la guerre qu'il faut aider, et tout ça. C'était au nom de la dignité de l'enfant et au nom de la dignité de la personne. Et au nom de cette dignité, on s'est dit, on va prendre des enfants de tous bords. On prendra des enfants, bien sûr, chrétiens, musulmans, druzes, c'était une évidence. Mais il fallait aller au-delà, il fallait aller au nord, au sud, partout. Et on s'était fixé quand même un nombre de 60 enfants. Donc 60 enfants pour 15 jours dans un pays en guerre, 85. On a vite commencé à parler, il fallait chercher premièrement les jeunes, les responsables de cette colonie. Pas plus facile quand on est à l'université. À l'université, c'est facile. Qu'est-ce que tu fais l'été ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je fais rien, je suis à la maison. Tu viens faire une colonie ? Une colonie ? Mais tu es fou, quoi ? Mais tu veux faire une colonie ? Mais tu viens et tout ça. Et on s'est rassemblés. La Croix-Rouge, les volontaires, les scouts, les amis, le MEJ, tout ça. Donc, c'était comme ça, très facilement. Donc, on a trouvé les jeunes. Puis après, il fallait faire venir les enfants. Les enfants, 60, 70, 80... Arrêtez, on ne peut pas prendre plus que ça. Allez, 90, encore un peu. 100, ouais, mais 100, on ne peut plus aller. Et puis,
Aujourd'hui, on fait du checklist, c'est-à-dire, est-ce qu'on a tout le matériel qui est nécessaire? On doit faire, je dirais, comment on dit, l'état de l'organisation préalable, et donc on doit chercher si le matériel existe. Et donc, ce qu'on a fait, on s'est réunis. Les trois jeunes qui étaient là, et on a pris un crayon et du papier, et on a vu. Les matelas, c'était le MEJ. Les tentes, les scouts. Le transport, la Croix-Rouge. La cuisine, parfait. Tout est là. Tout est là, oui, tout est... Ah non, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. La nourriture. La nourriture. Ah bon? C'est pas peu. Faire manger 100 personnes, 33 responsables pour 15 jours, c'est quand même... Bon, il y a un geste qui a été fait. Je l'aime bien parce que c'était quand même un geste de générosité. On dit on vide nos poches. On a vidé nos poches. Bon, c'est ridicule. On pouvait faire peut-être 3 petits déjeuners. Donc, très vite, on dit comment on va faire? On a l'argent? Et tout le monde répète, on a l'argent, c'est comme si c'était l'argent qui était important. Et puis, tout d'un coup, c'est l'argent. Bon, tant qu'on n'a pas l'argent, donc on ne peut rien faire. Et puis, on tournait en rond. Et à ce moment-là, chacun devait rentrer chez lui. Il est resté 2 personnes. 2 personnes sont restées, et puis, l'un qui dit à l'autre, mais tu imagines, les enfants sont là, les responsables sont là, tout le matériel est là, il manque juste la nourriture. C'est impossible de laisser passer ça. Et puis en discutant d'un mot à l'autre, dit, j'ai une idée. Et maintenant, cette idée, vous allez imaginer que vous êtes juste vous devant votre ami et vous vous posez la même question. Imagine, tu poses la question à ta maman si elle est prête à nous cuisiner juste un repas durant ces 15 jours pour les 100 gamins. Bon, attendez. Réagissez chacun seul, d'accord? Un pays en guerre, un pays qui pour les gens ne pouvaient même pas imaginer ça. Il a fallu juste qu'il arrive chez sa maman et que j'arrive chez la mienne. Et vous savez, la réponse est facile. Chez nous, on dit « Ta'barni, Inch'Allah », c'est-à-dire « mais sans souci ». Et comment cuisiner pour 100 personnes? Bien évidemment, ce n'était pas maman qui va faire les plats pour 100 gamins. Donc, c'était ma maman avec les voisines de l'immeuble. C'était ma tante à qui elle a appelé. Et donc, on avait une grille à remplir. Moins de 48 heures, on avait une grille remplie et tous les repas étaient assurés. 1985, 117 gamins, 33 responsables dans un pays en guerre. A vécu avec. Au quotidien, comptez avec moi. Le petit déjeuner qu'on n'a jamais demandé. Le goûter de 10 heures qu'on n'a même pas imaginé. Le repas de midi, bien évidemment. Le goûter de 4 heures. Le souper. Attendez, le 5e repas. Et il en restait. Je peux vous dire une chose. Comment on a appelé le jour de l'évaluation, ce camp. Qui peut m'aider? C'est bien, vous êtes proches. Mais c'est le... Merci. Pour certaines personnes, les gens pensent que c'est un miracle qui a été il y a 2000 ans. Pour nous, c'est un miracle qu'on a vécu et qu'on ne cesse de vivre. C'est comme ça que Offre-Joie a été créée. C'est comme ça qu'Offre-Joie, jusqu'à aujourd'hui, se maintient. Elle se maintient en grandissant à travers un but et 3 principes. Le premier, le but, c'était du temps où rassembler la famille libanaise. Aujourd'hui, ça va au-delà, c'est rassembler la famille humaine, mais à partir d'un spécimen qui a réussi, qui était celui du Liban. Si on a réussi le Liban, aujourd'hui on est en Irak, on touche la Syrie, et on espère qu'à travers, je dirais, la solidarité humaine, on peut gagner l'espérance dans le monde. Quel est le but?
ce n'est pas de mettre des mots derrière, je dirais, un objectif, c'est beaucoup plus comment gagner et faire gagner l'espérance dans le monde. On travaille avec 3 principes. Amour, respect, pardon. Et je pense que ces 3 mots n'ont d'importance ou n'ont de sens que dans la mesure où on les vit. Si on ne les vit pas, on va tomber très vite dans le travail des activités qui nous reviennent. Je ne vais pas aller plus loin parce que, comme ça, il faut que je laisse aussi le temps à d'autres. Et je peux aussi rebondir sur l'une et l'autre idée, et avec des flashs et avec des histoires qui feront, je dirais, avancer l'espérance des jeunes que vous avez vus derrière, et non pas le visage que vous avez ici, ni celui que vous avez pu peut-être été mis en avant. Vous avez compris le genre d'homme qu'est Mélème. Non seulement c'est un extraordinaire conteur, à l'oriental, mais en plus, il a une capacité de rassembler les bonnes volontés autour de lui et de mener à bout des projets qui est tout à fait étonnante. Je dois dire que moi, j'étais partie un peu dubitative. Sachant quand même qu'au Liban, il y a énormément d'ONG, que toutes les ONG n'arrivent pas forcément au bout de leurs idées, et surtout que c'est un pays qui est extrêmement divisé confessionnellement, on va dire, politiquement et confessionnellement. Et donc je m'attendais quand même à ce qu'il y ait derrière cette jolie vitrine 2 ou 3 problèmes que je n'ai pas vus. La chose qui m'a le plus étonnée, c'est qu'en fait, vos bénévoles, vos jeunes, ils viennent vraiment de tous les milieux et de toutes les confessions. Bon, je dois dire qu'il y a quand même une petite préférence pour les jeunes universitaires. Mais ça vient du fait que vous êtes enseignant et professeur à l'Université Saint-Joseph. Et je pense que là, vous trouvez quand même votre vivier de bénévoles. Et peut-être aussi qu'il y a le fait que, quand vous parliez dans le film des 4 jeunes ingénieurs qui étaient en ce moment-là bénévoles, ce sont il faut le dire, des jeunes Français qui font leur service civil comme ça. C'est leur stage. C'est un stage voilà. d'école. Ils font les grandes écoles et les grandes écoles leur demandent de faire des stages un peu partout dans le monde. Nous, on accueille ces jeunes et on leur donne la possibilité donc de faire un stage réel. C'est pas du... En tout cas, sur l'aspect maintenant des volontaires, je peux... mais si vous avez terminé... Non, allez-y alors. Regardez, pour moi, il y a quelque chose aussi que je n'ai pas aussi relevé, c'est que après la première colonie, il faut vous dire que moi-même, j'ai dû voyager en France et j'ai été accueilli en France. J'ai fait des études de thèse, donc une thèse que j'ai préparée à Montpellier. Et donc là-bas, aussi, je tenais ce message dans les tripes, parce que je disais, ça c'est le Liban. Parce que tout le monde me disait, le Liban, c'est le Liban de la goutte de sang qui était au quotidien sur les écrans de télé. Et je pense que vous aussi, si vous vous rappelez de 1985, quelle était l'image du Liban, ce n'était qu'une goutte de sang. La haine, la fumée, donc le Liban était un peu l'image meurtrie. Et donc quand je suis arrivé en France, je racontais la même histoire, d'une autre manière, mais la même histoire. Et puis il y a un monsieur qui vient me dire, tu as cette idée, tu as envie de faire cette colonie? J'ai dit non, pas du tout, on l'a réalisé. Il m'a dit, il y a des musulmans? J'ai dit oui. Il y a des chrétiens? J'ai dit oui. Il y a des druzes? J'ai dit oui. Il m'a dit, s'il y a des enfants druzes, chrétiens et musulmans, moi je viens. Je dis, mais ahla wa sahla, bienvenue. Et j'ai dit, mais il m'a dit, moi je m'appelle le père Jean Rouquette. J'ai une dette de bonheur à l'égard de ton pays. Et ça, c'était un déclic qui, du jour au lendemain, moi qui connaissais même pas une seule personne en France, j'ai été pris par la main. Et là, les portes se sont ouvertes.
se sont ouvertes, c'est-à-dire pour faire des témoignages auprès de 3000 jeunes, auprès de clubs, auprès d'associations et tout ça. Et puis les gens sont venus pour me dire, on veut aider. Et moi, je dis, mais vous allez aider, mais moi je ne prends pas d'argent. Et ils disent, non, mais on veut... Je dis, non, je prends d'argent. Et c'est là où j'ai été poussé à créer, à fonder sur papier aussi l'association en France. Ça m'a donné, je dirais, le temps de réfléchir ce que je faisais. Et c'était un moment important, parce que ce que je vous ai dit là, sur le but, les principes, c'était vraiment des moments de réflexion sur cet aspect. Et à partir de là, donc, je voyais des jeunes venant de France, et depuis, les activités qui avaient démarré avec des colonies de vacances qu'on appelait les colonies de la paix au Liban, on sillonnait le pays, hein. On allait au-delà des barrages, et surtout, j'ai à raconter, c'est juste des histoires extraordinaires, par exemple, sur un barrage syrien, d'accord, militaire syrien. On est là en train de faire un camp itinérant avec plus de 600 enfants, et puis c'est-à-dire faire passer un convoi de 18 à 19 bus, et puis donc un soldat qui nous arrête. Allez, tout le monde, papier. Je dis tout le monde papier, les enfants, papier. Bon, pas tout le monde, juste les jeunes. Et on avait un jeune qui n'avait pas de papier. Et puis, il décide de le faire descendre. Faire descendre un jeune du convoi, ça voudrait dire la perte et l'échec de l'initiative. Et puis, il faut là regarder la réaction des jeunes. Nous, on descend tous avec lui. Et puis le soldat qui regarde, non, vous ne pouvez pas descendre. Et on dit non, ou bien on descend tous ensemble, ou bien on part tous ensemble. Et puis, il ne savait plus quoi faire. Il voulait faire passer les bus, il ne voulait plus rester. Et puis ça, c'est des choses qui créent cette solidarité, cette force, cette entité, cette unité en pleine guerre. Nous qui y allons faire la guerre à la guerre, c'est à travers l'amour, le pardon et le respect. Et ça a grandi avec les colonies qui ont grandi. Et donc les jeunes grandissaient et demandaient autre chose. Quand on a demandé autre chose, c'était des chantiers de reconstruction. C'est là aussi où, avec une association française, c'est les Amis de Sœur Emmanuel, qui sont venus aussi en envoyant des jeunes volontaires. Et petit à petit, vous savez, le bouche à oreille fonctionne très bien. Maintenant, avec les réseaux sociaux, on a des jeunes qui viennent, écoutez-moi bien, de Colombie, c'est pas très loin, de Chine. On a des Chinois, nous sommes à notre 5e vague de volontaires de Chine. Reste la proportion première que l'Europe, qui fait venir donc le maximum de... Par contre, au sein du Liban, c'est pas parce que je suis professeur à l'université Saint-Joseph que les jeunes viennent. Parce que je ne confonds pas les pédales. Et il ne faut jamais utiliser sa fonction pour faire passer un message ou autre. Donc je prête bien attention à cet aspect. Non, c'est les jeunes qui se relaient par, de bouche à oreille. Et au Liban, ça marche très bien. Pourquoi il y a un taux d'universitaires plus important? Parce que les universitaires donnent du temps, ils sont aussi un peu plus qualifiés que des jeunes qui peuvent chercher du travail et qui ont le souci de leur quotidien. Mais on a de toutes les classes, on a de toutes les régions, et ça c'est notre force, parce que nous sommes un mouvement de jeunes apolitique, areligieux. Nous sommes un espace ouvert où chacun vient dans ce qu'il a de plus particulier et de plus chaud à son cœur. Et de plus, je crois, il vient comme il est, dans l'acceptation de l'autre, aussi comme il est. Alors, on a vu surtout dans les images l'action que vous avez à Tripoli, qui est
dans un quartier qui est musulman, donc un quartier qui est partagé entre alouites et sunnites, mais vous êtes aussi intervenu à Beyrouth, dans un quartier essentiellement chrétien, à la suite de l'explosion d'une bombe, que vous avez là aussi reconstruit plus d'une cinquantaine d'appartements. Et alors la chose tout à fait ahurissante qui, moi, en tant que Suisse, m'a vraiment scotché, c'est la rénovation des prisons, où votre association est intervenue dans la rénovation de 8 prisons, faire les plans d'une 9e. Et puis en ce moment, vous avez aussi une action qui est vraiment étonnante. Donc j'ai pu visiter avec Gilbert Vogt, vous l'avez vu sur les images, le photographe Gilbert Vogt était là aussi pendant le tournage du film. Nous avons pu visiter les sous-sols du palais de justice. Et alors là, c'est aussi une histoire absolument dingue. En fait, chaque fois que vous commencez un chantier, ça part toujours d'une anecdote tout à fait extraordinaire. Là, il s'agit vraiment d'une anecdote professionnelle. Un jour, vous aviez besoin d'un dossier et on vous a dit « Non, mon cher, c'est pas possible ». Et vous avez voulu en savoir plus. Tout d'abord, on a choisi d'être, si vous voulez, les messagers de l'espérance dans notre pays. C'est un choix. Et ce choix ne peut pas passer quand un coin ou un autre de notre pays est touché. Et on ne voit pas là une région sans l'autre. On ne voit pas l'homme meurtri ou l'homme isolé ou l'homme démuni en lui donnant une étiquette. C'est l'homme qui fait appel à l'homme. Et à partir de là, donc là où il y a besoin, on répond, on est là. Vous avez parlé de Tripoli, il est clair, il faut que je parle un peu de Tripoli parce que vous allez aussi saisir l'importance, mais aussi vous avez parlé de Beyrouth, il faut parler en 2006 de l'agression israélienne contre le Sud. On a construit, nos jeunes ont construit 2 villages. Ce que je veux dire 2 villages, c'est 2 villages. C'est à peu près 70 maisons. Et tout ça, c'est des bénévoles. Et tout ça, c'est des bénévoles, mais derrière soutenus par une structure professionnelle qui est payée. D'accord ? Puis après, il faut poser la question, comment vous vous financez ? C'est important, je vous répondrai. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est que l'histoire, c'est qu'on ne cherche pas à avoir une région ou une autre à aider. On va là où l'appel se fait sentir. Et alors, ces archives ? Et ces archives, c'est qu'un jour, moi je suis avocat, j'exerce ma profession au quotidien, j'ai eu un client qui vient me demander, j'ai un problème, un dossier qui date de 1974. Et voilà le numéro, vous savez qu'un dossier a un numéro, et il est enregistré et tout ça, voilà le numéro, cour de cassation, chambre civile, 2e chambre civile. Je lui dis très bien, il n'y a pas de souci, passez-le moi, je vais m'enquérir. Et donc, je monte auprès du greffe et je demande « Monsieur, j'ai besoin de ce dossier numéroté. » Il me dit « c'est inaccessible. » Je dis « Quoi, c'est inaccessible ?» Mais il m'a dit « Regarde, je ne te promets rien, mais reviens dans 1 mois. » Je dis « Dans 1 mois ? Et pourquoi il te faut 1 mois ?» Il m'a dit « Tu ne peux pas imaginer. Les archives sont brûlées, tout est brûlé. Reviens dans 1 mois et on verra. » Je dis, bon, ça va, il peut attendre 1 mois, ça fait depuis 1974, c'est pas grave. Je suis revenu le mois, après 1 mois, et je viens lui dire, allez, je peux avoir mon dossier. Il m'a dit, vous savez, c'est vraiment, il me faut encore 1 mois. Je dis non. 1 mois de plus, il m'a dit, je vous assure, c'est inaccessible. Je ne comprenais pas trop. Je dis, mais s'il te plaît, si tu peux faire un effort, si je peux t'aider. Il m'a dit, non, tu ne peux rien faire. Je dis, parce que le monsieur vraiment cherche son dossier, il y a des droits là-dedans et tout ça. Il m'a dit, je vais essayer, reviens dans 1 mois. D'accord. Le mois passé, je reviens. Il m'a dit, je te promets, le dernier mois, encore 1 mois, encore 1 mois. Je dis, d'accord, 1 mois. 3 mois passés, là, j'étais catégorique, ferme, j'attendais Il m'a dit, je n'ai pas pu trouver le dossier. Je dis d'accord, si tu n'as pas trouvé, juste passe-moi une attestation disant que vous n'avez pas trouvé le dossier. Parce que sur ça, on peut bâtir donc des conséquences juridiques. Et donc,
Là, il vient me dire, non, là, je ne peux pas. Je dis, pourquoi? Il me dit, ça relève de la responsabilité du chef des greffes. Je dis, d'accord. Donc, je me suis adressé au chef des greffiers. Je dis, j'ai besoin de ça. Il m'a dit, oui, on ne peut rien. Je dis, pourquoi vous ne pouvez rien? Elle m'a dit, ça relève de la compétence de monsieur du premier, c'est-à-dire de monsieur le premier, donc le premier président. Bon, je dis d'accord. Je vais chez monsieur le premier, je frappe à la porte, j'explique mon cas. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tout est brûlé. Je dis d'accord. Passez-moi une attestation sur mon dossier disant que c'est brûlé. Il m'a dit non, on ne peut pas. Je dis mais comment ça se fait? Vous ne pouvez pas. Il m'a dit mais c'est inaccessible. Je dis d'accord, est-ce que je peux visiter? Juste pour voir c'est quoi inaccessible. Il m'a dit bon d'accord, vas-y. Moi j'ai pris le mot et donc je me suis adressé au greffier et je lui ai dit je veux descendre aux ordres de monsieur le premier. Il m'a dit c'est impossible. Je dis va le voir. Ben, il est rentré, il est sorti, il est venu avec la clé, et puis on est descendu. Excusez-moi, c'est impossible de vous décrire ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu. Et en vérité, j'ai vu un lieu entassé de dossiers. Je ne dirais pas la poussière qui était avec les 5 cm, c'est peu dire, mais il n'y avait aucun rangement. Et même, il y avait, je dirais, une coulée de béton qui avait touché quelques dossiers. La vitre était cassée, la vitre de la porte. La grille était là. Et puis, impossible d'ouvrir la porte. Je lui ai dit, mais comment tu as essayé? Il m'a dit, tu as vu? Tu as compris? Je lui ai dit, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Remontons chez monsieur le premier. Je dis, monsieur le premier, vous me donnez juste l'autorisation de vous aider et de ranger ces archives. Il m'a dit, c'est impossible. Mais qu'est-ce que tu racontes? Comment tu vas le faire? Je dis, monsieur le premier, vous descendez et vous allez voir. C'est là où il y a eu un petit déclic et il a décidé de descendre. Et quand il est descendu, c'était la première fois qu'il réalisait le cas qui s'était présenté. Mais là, il y a eu un cas positif. C'est que, en regardant, il dit, il ne faut pas laisser ça comme ça. Et je lui ai dit, juste aie confiance en nos jeunes. Il m'a dit, mais tu sais, ça doit vous coûter des millions. Je dis, monsieur le premier, laissez-nous essayer et on discutera dans un mois. Venez dans un mois. C'était notre tour. Et c'est là où on a eu cette opportunité de donner espoir, je dirais même aux justiciables, à l'appareil judiciaire, aux magistrats eux-mêmes qui ne croyaient pas, et même à nos jeunes quand on les a un peu réunis en leur disant voilà, on a un projet. Ils disaient mais qu'est-ce qu'on va faire? On sait faire. On leur a dit regardez, ça c'est la dimension citoyenne. Ou bien on va gagner une partie qui est tout à fait nouvelle, ou bien on restera dans peindre, badigeonner, faire du travail, ou bien on va faire quelque chose, cette fois-ci, différent, mais avec la même, je dirais, dimension, qui est celle de donner espoir, cette fois-ci, aux plus délaissés. Et on a dit que derrière un dossier, ce n'est pas des papiers qu'on est en train de ranger, c'est des droits d'hommes et de femmes. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé. Et c'est là où... Oui, donc il faut penser que tous ces dossiers étaient inaccessibles depuis plus ou moins 1985, parce qu'il y a eu un obus qui a brûlé la Cour de cassation, et puis tous les dossiers ont été rangés à la va-vite, sans aucun rangement. Je peux vous dire une chose, c'est un travail titanesque qui a été fait, à partir juste de prendre chaque dossier, de l'ouvrir, de le remettre avec son numéro initial, avec le numéro de la sentence rendue, avec la chambre, avec quel président de chambre, parce qu'il y a un même numéro qu'on a retrouvé pour une même sentence rendue la même année, et puis on est tombé sur 2 chambres, et
la même chambre était présidée par 2 ou 3 présidents, il fallait chercher. Imaginez un peu tout ce travail qui a besoin encore de 2 mois pour être terminé. Ça fait depuis bientôt, nous sommes à notre 7e mois, et je vous assure, c'est un travail que personne ne pensait qu'on pouvait faire. Même Monsieur le Premier est descendu lui-même sur peut-être 6 semaines de suite, travailler avec ses propres mains. Et donc, c'est comme ça qu'on change le... C'est du miraculeux. Alors, la chose épineuse, évidemment, c'est que même quand on fait travailler plein de jeunes gens pour rien du tout, comme vous avez la spécialité de le faire, il faut quand même à un moment donné réussir à trouver des moyens pour payer ne serait-ce que la matière première qui sert à reconstruire les maisons, les fils électriques, les boilers percés à Tripoli, vous avez vu que tout a été endommagé par les tirs, donc il fallait racheter du matériel. Dans le palais de justice, bon, il fallait des dossiers en carton et quand même un petit peu de matériel. Et puis, il faut nourrir tous ces bénévoles quand ils sont sur place. Donc, comment vous faites pour avoir de l'argent sans vous tourner vers les partis politiques, sans être subventionné par aucune instance gouvernementale? Comment vous faites pour rester indépendant dans ce Liban si compliqué? Merci de mettre l'accent comment vous restez indépendant. C'est notre souci. C'est un souci. On ne fera pas 10 chantiers, mais on ne perdra pas notre âme. On ne fera pas le chantier si on n'a pas d'argent, mais on ne perdra pas notre esprit. On ne perdra jamais, premièrement, ni la foi dans ce qu'on fait, ni dans ce qu'on est en train d'entreprendre. Si vous avez la foi dans ce que vous faites et dans ce que vous allez vous engager, sur ce que vous allez vous engager, soyez sûr, l'argent viendra. D'où les gens suivent, les gens aiment faire du bien, les gens veulent regarder et voir si cet argent va dans le bon sens ou pas. Si on vous dit aujourd'hui, on est hésitant sur cette association qui est au Liban, c'est bien, mais on ne sait pas trop, elle n'est pas transparente, je ne sais pas comment elle gère. Nous, on est sortis de tout ce cadre qui est aujourd'hui imposé au marché de la charité. Au marché de la charité. C'est comme si c'était des sociétés qu'il fallait mettre en place pour qu'on sache comment aider. Pour nous, la situation, c'est un choix qui a été fait dès le départ. Le choix est simple. De quoi tu as besoin, tu vas le demander. On n'a pas besoin d'argent, on a parfois besoin d'argent, mais on a besoin d'argent pour acheter ce stylo, va demander ce stylo. Et ça, c'est une philosophie. On a 32 sociétés libanaises qui nous aident. On n'achète même pas, à part nos légumes, notre viande et notre pain, on n'achète rien d'autre pour nos colonies de vacances et pour nos chantiers. Rien. Imaginez ce que voudrait dire cela. 32 sociétés sont là toujours à dire « nous sommes prêts ». Et puis après, il y a une confiance dans ce qu'on fait. Les gens, si on a besoin d'une somme d'argent, on dit « on a besoin de cette somme d'argent qui va aller sur ça, ça et ça ». Je vais vous dire, par rapport à Tripoli, c'est autre chose, mais par rapport un peu aux archives. Il y a un des magistrats qui vient dire « Melhem, tu sais, il y a ce projet, il y a les Européens qui avaient proposé de payer 1 200 000 € pour le faire. » Je dis, 1 200 000 €, c'est quand même beaucoup. Il m'a dit, oui, mais on devait peut-être passer à la digitalisation. J'ai dit, d'accord, maintenant je comprends mieux et tout ça. Il m'a dit, combien ça vous a coûté? J'ai dit, dites un chiffre. Il m'a dit, sûrement pas moins de 500 000 $. J'ai dit, bon, on divise par 2. Il m'a dit 250. Je dis divise par 2. Et puis je suis arrivé au chiffre exact. Et le chiffre exact, si vous pouvez donner un chiffre, comme ça. 20 000 $. Merci, voilà le bon chiffre, 0,000 centimes. Je vais vous dire comment. Parce que le jour où on a demandé, qu'est-ce qu'on demandait? On demandait des parois de bois.
On avait un entrepreneur qui était dans la construction. On lui a demandé, est-ce que tu peux nous envoyer tes ouvriers pour nous faire un espace et tout ça. Il m'a dit, ouais, sans problème, vous connaissez le chantier d'Ashrafi, on était à vos côtés. Parfait, maintenant. Ashrafi, c'était à Beyrouth. Oui, et donc à partir de là, donc, on a eu ça. Après, on devait avoir des tables, mais des grandes tables, des espaces pour faire le tri. Et donc, je me suis dit, qui a il y a un institut, une association qui a une menuiserie. Je dis, je peux les appeler. Je les ai appelés. Il m'a dit, moi j'ai une table, bon, je vais te la passer. Je dis, je n'ai pas besoin d'une seule, j'ai besoin de 6 à 8. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui explique. Il m'a dit, d'accord, on a besoin de 6 jours pour te les faire. Tu peux attendre? Je dis, j'attends. Il les a offerts. Puis après, il y avait les extincteurs, parce qu'il fallait faire des extincteurs. J'appelle aussi un client qui a des extincteurs. Là, c'est par chance. Hein. Je l'appelle, il envoie, il pose des extincteurs. Après, il fallait, mettre des insecticides, dératiser, dératiser, voilà. etc., ouais. Et donc, il fallait aussi, c'était une facture de $1 200. J'appelle le monsieur, je lui dis, regardez, on n'a pas les moyens. Je lui explique. Il m'a dit 50% pour offre-jour. J'ai dit merci. Donc c'est 600. Donc j'appelle mes amis et tout ça qui va donner 100 par-ci, 100 par-là. Et puis j'ai réussi $450. Les $450, je dis, on ne va pas éterniser la demande. Je prends le téléphone, je lui dis, regardez monsieur, j'ai réussi à avoir 450. Est-ce que c'est possible? Allez, pour offre-jour, c'est possible. Demain, il y aura donc ces gens-là. Puis après, il fallait les dossiers. Et les dossiers, on parle en milliers. Le premier envoi était nécessaire de 5000. Et puis je me suis dit, 5000, c'est à raison de $5 500. Donc si c'est lourd. Donc qu'est-ce que je fais? J'appelle une amie à moi aux États-Unis. Je dis, regarde, tu m'avais demandé une fois si j'ai besoin de quelque chose que je t'appelle. Je te demande parce que voilà la situation. Et elle m'a dit, il n'y a pas de souci. Je t'envoie l'argent. J'ai dit non, tu envoies quelqu'un et moi je veux les 5000 dossiers. Donc elle a envoyé quelqu'un qui a acheté les 5000. Puis on a eu besoin d'une deuxième quantité, la même chose. Et pour la nourriture de nos jeunes, c'était des familles qui venaient et qui nous disaient, moi je veux offrir aujourd'hui. Et donc on organisait chaque fois qui venait et quel jour et comment. Voilà comment on fonctionne. Par rapport à Tripoli, c'est un peu différent. Tripoli, c'est premièrement la phrase qu'il faut retenir. C'est un quartier de misère. Et là, je me rappelle de la phrase qui a été dite. Il y a une grande différence entre la misère et la pauvreté. N'oubliez pas ça. Dans ces quartiers, quand on perd sa dignité, on tombe dans la misère. Et quand on perd sa dignité, on peut exploiter l'homme, même à se vendre. Et quand je dis à se vendre, vous le pensez comme ça. Mais il faut comprendre que se vendre, c'est prendre des armes pour $50, jeter une grenade pour $20. C'est se faire tuer pour 50 ou $100. Ce que je dis, ce n'est pas de l'histoire. Ce que je dis, c'est des mots qui sont répétés d'un vécu misérable. C'est pour ça que dans ce quartier, qui était et qui est délaissé, et quand je dis délaissé, c'est vraiment délaissé au bon vouloir des politiciens qui jouent avec, pour des intérêts parfois locaux, parfois confessionnels, parfois régionaux, parfois au-delà. Mais tout ça, c'est que l'homme devient un sac de sable. L'homme n'est plus l'homme. L'homme est une chose. L'homme est rejeté et l'homme, c'est un intérêt. Et quand on fait tomber, je dirais, l'humanité de l'homme et on remet en place un intérêt, c'est même pas de l'argent qu'il coûte. C'est une décision pour le faire bannir, jeter ou exploiter. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a voulu intervenir. Et intervenir, non pas sur 21 immeubles, c'est très bien, badigeonner et reprendre 21 immeubles, c'est des immeubles qui étaient voués à la démolition. S'il y a une inspection officielle
dans un pays qui se respecte, ces 21 immeubles auraient dû être démolis. Ce qu'on a fait, c'est un travail je dirais, de restructuration. On a fait passer dans les immeubles le réseau de l'eau potable, qui n'y était pas. Le réseau, parce qu'il fallait voir avant et après ce qu'étaient, par exemple, les fils tendus d'un immeuble à un autre pour faire passer l'eau. Je ne parle pas de l'électricité. Les égouts déversés dans les immeubles, dans les parois des immeubles. C'est des immeubles qui étaient avec la mousse qui sortait. Et les enfants, l'électricité venait d'un générateur, d'un autre générateur, d'une électricité qui n'arrivait jamais. Et donc, c'était dans un cadre aussi pesant qu'il fallait prendre une décision pour dire on va redonner la dignité à ces hommes et à ces femmes. Et comment ? Par l'éducation et par un chantier. Et ce chantier, ce que vous avez vu, je dirais, c'était pas le chantier qui était en action. Parce que quand le chantier est en action, vous avez 50 à 80 jeunes avec tous les gens du quartier, avec les enfants, avec tout ça, qui prennent. Vous ne pouvez même pas regarder parce que c'est tout le quartier qui est en ébullition et qui est en chantier. Mais il faut pas dévoiler nos secrets et pas dire que c'était une petite mise en scène pour le film. C'est pas grave. Mais elle était bien parce qu'ils ont fait ce qu'ils faisaient. Mais moi, ce que je voulais vous dire, c'est que un chantier pareil, nous, on ne peut pas le faire. On est resté 4 ans. 4 ans pour avoir le budget qui nous a permis de faire un travail qui a besoin de millions de dollars. Ces 21 immeubles, chaque immeuble aurait coûté, je dirais avec un professionnel, chaque immeuble, pas moins de 120 000 dollars. Chaque immeuble. Si je vous dis, je vais divulguer maintenant ce qu'on a payé. On a payé 223 000 dollars. On a à le terminer encore. Il va nous coûter à peu près 50 000. On est en train de les chercher. Ce n'est pas un problème d'argent. Ce n'est pas un problème d'argent. C'est un problème de foi en ce qu'on est en train de faire, de vision pour les gens et de leur reconnaître qu'ils sont des hommes et des femmes et qui méritent une attention de notre part. Tout ce que vous voyez, ne le regardez pas sous l'angle je dirais, de l'importance de quelqu'un qui a fait quelque chose. Mettez-le au profit d'hommes et de femmes qui croient que demain est encore bien meilleur qu'aujourd'hui. Alors, Jean Zermatten, j'aimerais vos réactions à l'écoute de ce que nous a dit Mélème. Comment ça résonne en vous, vous qui avez quand même passé votre vie à œuvrer pour les droits des enfants et qui avez aussi fondé des ONG, vous pourrez nous en parler un peu plus. Et qu'est-ce que ça suscite comme réflexion pour vous ? Alors, merci beaucoup. C'est relativement compliqué de parler après le film et après le témoignage parce que les deux sont tellement explicites, sont tellement complets, sont tellement émouvants que ce que je peux dire n'est que un commentaire que je vais faire au vu d'un certain nombre d'expériences que j'ai menées et qui sont des expériences plutôt je dirais, de cadre normatif ou de cadre institutionnel qui sont un peu le contraire de ce qu'a fait ce monsieur qui ne veut pas être sur le devant de la scène, qui veut être derrière. Parce que c'est pas moi. C'est pas lui, mais si c'était pas lui, il n'y aurait rien. La première réflexion que je fais, c'est qu'il n'y a pas d'œuvre, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit humanitaire, qu'elle soit d'une ONG, s'il n'y a pas, lui vient de parler de foi, mais s'il n'y a pas un homme convaincu et convaincant. Parce que quand il dit on n'a pas besoin d'argent, l'argent vient tout seul, ça veut dire qu'il
il a été convaincu lui-même pour pouvoir convaincre les autres. Il a dû convaincre, il a dû montrer, et c'est ça la grande difficulté, je pense, il a dû montrer de la transparence. C'est-à-dire que ce qu'il créait, ce qu'il réalisait, ce qu'il faisait était dans un objectif que tout le monde pouvait, auquel tout le monde pouvait adhérer et qui n'était pas un objectif personnel. Et je pense que ça, c'est la première leçon. Et évidemment, on aimerait bien qu'il reste plus longtemps, non seulement pour nous parler, mais pour réaliser ici, parce que on est un pays de richesse, de développement et de beaucoup d'actions qui se réalisent également en faveur des enfants, mais on a également chez nous un certain nombre de besoins et un certain nombre aussi d'actions qui sont menées et qui sont, je dirais ici, un peu à l'inverse de ce qui s'est fait, et qui sont menées plus par par des ensembles de personnes que par des personnalités. Je pense que c'est ça qui est extrêmement important dans la grande différence avec... Une grande différence, et j'aimerais rajouter quelque chose parce que c'est un sujet de grande actualité actuellement chez nous. C'est le marché de la charité ou le marché de l'humanitaire. On est dans un pays qui a développé de très grandes organisations qui ont une portée internationale, je parle évidemment de la plus grande qui est la Croix-Rouge. Elle n'est peut-être pas dans un marché de la charité et de l'humanitaire parce qu'elle est dans une niche qui est complètement... quand je dis une niche, c'est une grande niche, qui est complètement différente des autres. Mais si vous regardez toutes les autres grandes organisations humanitaires de Suisse et qui ont une portée internationale, elles sont toutes en crise. Et en crise, d'une part, du modèle humanitaire, qui est un peu un modèle colonialiste, je dirais, mais également en crise humanitaire monétaire, puisque elles se font une concurrence terrible pour aller chercher des fonds, lesquels fonds sont donnés par des grandes organisations gouvernementales, pour beaucoup, la Suisse aussi, par la DDC, mais l'Europe ou les grandes organisations américaines, avec lesquelles vous n'êtes pas sûr que vous préservez toujours votre indépendance, et qui vous imposent des règles qui sont des règles de financement extrêmement difficiles, puisque le financement est toujours lié à des projets et ne permet pas souvent d'assumer la charge de l'administration minimale. Donc ce que nous dit notre ami, c'est que lui, il préfère ne pas faire, mais préserver son identité et son indépendance plutôt que de faire. Il aurait pu récolter des millions de dollars, j'imagine, sans trop de difficultés, mais il a préféré un autre modèle, et on voit que ce modèle, en tout cas à l'échelle de son pays et des endroits où il travaille, est un modèle qui fonctionne de manière parfaite. Et puis il y a une troisième chose que j'aimerais dire, et qui est extrêmement importante, c'est il a parlé des valeurs qui sous-tendent l'action. Le respect, le pardon. Je pense que le pardon, c'est extrêmement important au Liban. L'amour, donc aimer. Et j'aimerais rajouter, et c'est quelque chose qui a été très bien montré dans le film, quand on voit toutes ces personnes qui se passent les bidons d'eau ou de ciment, c'est la chaîne de la solidarité. C'est une image qui est absolument extraordinaire dans ce film, qui est une image qui
qui est répété parce que la solidarité, c'est probablement le mot que vous allez rajouter quand vous allez rentrer au Liban. Parce que c'est ça, en fait. C'est sûr qu'il y a énormément de respect parce qu'on ne peut pas faire une action pareille en impliquant autant de bénévoles et autant de bénéficiaires s'il n'y a pas de respect. On ne peut pas le faire sans pardon dans la situation que vous avez connue, on ne peut pas le faire sans amour. Et on doit le faire encore avec la chaîne de la solidarité. Donc je pense que c'est extrêmement important ce que vous nous avez montré. Et j'ai des pauvres mots et des pauvres images après ce que vous nous avez dit, et j'aimerais surtout pas... non, parce que je pense que ce qui est important, c'est d'entendre notre avis, ce qu'on fait ici, tout le monde le connaît plus ou moins. Alors justement, je pense pas que et je pense qu'il y a 2-3 précisions qu'il faut apporter. Par exemple, moi je serais assez curieuse de savoir... Bon, tous les deux, en fait, vous avez ce point commun qui est votre intérêt pour la jeunesse que vous exprimez de façon différente. Vous, Mesdames, de façon très pratique, puisque vous œuvrez avec la jeunesse pour le futur de la jeunesse. Et vous, Jean, vous y êtes pris d'une autre manière. Qu'est-ce que c'est que cet engagement pour les droits de l'enfant? D'abord, c'est quoi les droits de l'enfant par rapport aux droits de l'homme? Alors, les droits de l'enfant, c'est une partie des droits de l'homme. C'est pas déconnecté des droits de l'homme. Les droits de l'enfant, c'est dans la famille des droits de l'enfant, il y a les droits des parents, des adultes, droits humains en général, et puis dans les droits humains, il y a les droits de l'homme au sens du genre, et il y a les droits de la femme qui se sont développés après les droits de l'homme et qui sont encore en train de se développer, et qui sont loin pas encore complètement développé. Et puis on a découvert dans les années 80, et très précisément en 89, en fait, cette année, le 30e anniversaire du texte fondateur des droits de l'enfant, qui est la Convention des droits de l'enfant, on a découvert que les enfants n'étaient pas des objets, n'étaient pas des biens, n'étaient pas la propriété des adultes, mais étaient des personnes à part entière. Et du fait d'être des personnes, détenaient des droits. Pouvaient exercer de manière plus ou moins autonome ou plus ou moins par représentation, selon évidemment leur âge et leur développement. Et donc on a reconnu, et il n'y a que 30 ans, qu'on a reconnu que dans la famille des droits humains, il y avait des hommes, des femmes et des enfants. Et ces droits de l'enfance, ce sont des droits qui sont comme ceux des hommes, des libertés de pensée, de conscience, de religion, d'information, d'expression, mais également des droits spécifiques qui sont liés évidemment au statut de l'enfant qui est une personne à la fois vulnérable et à la fois dépendante, pour qui il faut des prestations comme évidemment ce que vous faites, notamment l'éducation, des soins de santé, des soins ou plutôt des prestations en raison de la vulnérabilité des enfants qui sont des protections et qui fondent des droits à la protection. Et puis, on a aussi constaté que les enfants étaient compétents, qu'ils avaient des capacités eux-mêmes, et qu'ils étaient souvent les meilleurs connaisseurs de leur propre situation. Et qu'il fallait les faire faire, qu'il fallait les écouter, qu'il fallait les faire participer. Et ils participent, vous avez vu là, ils participent les enfants. D'une part, ils ont retrouvé leur nature d'enfant, qui jouent. Ils ne jouent plus à la guerre, ils jouent aux fautes, ou ils jouent à des jeux auxquels on a tous joué. Mais en même temps, quand ils grandissent, ils deviennent les agents, ils deviennent les acteurs. Et ils sont là les acteurs de la restauration des immeubles. Ils sont les... Je me suis occupé aussi des archives d'un tribunal. J'aurais bien voulu avoir l'aide de nos amis. Je n'ai pas trouvé de menuisier qui était d'accord de travailler gratuitement, ni de fournisseur de dossiers qui l'auraient fait à l'œil. Mais
plaisanterie mis à part, les enfants sont des enfants qu'il faut mettre, non pas en scène, mais qu'il faut mettre en action. Ils sont les acteurs de leur vie et de leur futur. Donc c'est ça les droits de l'enfant. C'est à la fois des droits humains comme les femmes et les hommes, et à la fois des droits spécifiques. Et si vous voulez, la Convention a aussi changé notre attitude. Quand je dis nôtre, c'est celle évidemment de professionnels de gouvernement. C'est pas l'idée que dans notre bienveillance, on accorde aux enfants un certain nombre de prestations, mais c'est que les enfants sont les créanciers de ces prestations. Ils ont droit à ces prestations. Donc la Convention dit l'enfant a droit à. Et ensuite, tous les pays, donc j'imagine, y compris la Suisse et le Liban, ont ratifié cette convention. Oui, alors c'est une convention qui est extraordinaire parce qu'en 1989, elle a été promulguée par une Assemblée générale des Nations unies, le 20 novembre, qui depuis lors est la journée des droits de l'enfant. Et très rapidement, dans ces traités internationaux, qui sont des conventions qui créent des obligations pour les États, donc ce n'est pas de la rhétorique, hein, les États sont ensuite obligés de faire, une convention comme il y a un certain nombre de conventions, celle pour laquelle notre ami a travaillé n'est pas encore ratifiée au même degré que la Convention des droits de l'enfant, elle a été spontanément ratifiée par la grande majorité des États, si bien qu'elle était déjà en vigueur une année après sa promulgation. Et actuellement, il y a 195 États sur 196, dont évidemment la Suisse et le Liban, qui l'ont ratifié. Ce qui fait qu'on a vraiment un discours commun, universel, quand on parle des droits de l'enfant, quand on donc parle de définition. 195 sur 196, on ne va pas demander qui l'a pas ratifié. Mais c'est un petit pays qui est situé entre le Canada et le Mexique. Voilà. Qu'est-ce que ça implique quelles sont les populations, et là je parle de la Suisse en particulier, puisqu'on est en Suisse, quelles sont les populations enfantines qui en Suisse sont particulièrement concernées par cette convention? Bon, tout le monde est concerné. Peut-être que je pourrais vous dire qui... Parce que vraiment, la Convention des droits de l'enfant a cette caractéristique d'être ce qu'on appelle holistique. Holistique, ça veut dire qu'elle a l'ambition de prendre en compte toutes les situations dans lesquelles il y a des enfants. Au contraire de la discrimination raciale ou de la lutte contre la torture, c'est des conventions qui sont très sectorielles. Celle-là est une convention vraiment globale. Ça veut dire que tous les enfants qui sont... Alors, ça veut dire que tous les enfants, c'est toute personne entre 0 et 18 ans est concernée dans toutes ces activités. Suisse et pas suisse. Suisse et pas suisse, toute personne qui réside sur le territoire suisse, sur lequel la Suisse a la juridiction, nationale, pas nationale, clandestin déclaré, réfugié, est bénéficiaire de cette convention. Mais peut-être que votre question était plutôt de savoir s'il y avait des problèmes, oui, ou s'il y avait des catégories d'enfants qui, dans notre beau pays, n'étaient pas forcément, disons, dont les droits n'étaient pas complètement respectés. Alors, je pense qu'en Suisse, on est un pays qui, en comparaison internationale, travaille bien pour les enfants dans un certain nombre de domaines. Mais il faudrait... Et on a l'idée toujours en Suisse que les droits de l'enfant, ce n'est pas pour la Suisse. Hein. On pense toujours que c'est pour les Libanais, c'est pour les enfants du Cambodge ou de Haïti. Non. On a des problèmes relativement importants de respect de la Convention dans le domaine, je dirais, de la protection contre la violence. On a de sérieux problèmes de violence. Quand je dis violence, c'est évidemment pas seulement la violence physique, c'est pas seulement la violence sexuelle, mais c'est également la violence psychologique,
Et on a vu dernièrement plusieurs enquêtes et plusieurs études qui sont faites parce que on a souvent considéré que les parents étaient les meilleurs protecteurs des enfants. Et on s'est aperçu dans nos enquêtes, dans les enquêtes qui ont été menées de manière scientifique, des problèmes très sérieux d'harcèlement, harcèlement scolaire notamment, des problèmes très sérieux de violence domestique, non seulement entre adultes, mais d'adultes envers les enfants, avec des proportions extrêmement sérieuses. Un enfant sur 5 est victime ou a été victime de violence. 1 sur 10 était victime de violences sexuelles. Donc ça veut dire qu'on a des problèmes de protection. Vous avez certainement suivi dans l'actualité de ces derniers mois des affaires extrêmement horribles d'enfants qui ont été persécutés par leur famille, avec des systèmes de protection, avec des services de protection, avec des tribunaux. On a maintenant des tribunaux de protection qu'on appelle de protection de l'adulte et de l'enfant, qui se trouvent face à des situations extrêmement complexes, multiplication évidemment des familles monoparentales, des divorces, des conflits autour du divorce, des conflits autour des droits de visite, qui remettent en question un peu tout le modèle de protection. Et à mon avis, ce modèle de protection, quand j'ai commencé à travailler dans le domaine il y a fort longtemps, c'était des modèles qui travaillaient avec des familles qu'on connaissait relativement bien, qui étaient plus ou moins homogènes, et qui étaient... il y avait un peu plus d'enfants, mais les familles étaient plus ou moins stables. Maintenant, on a vraiment des familles qui sont complètement, je ne veux pas dire instables, mais éclatées, composées, recomposées, décomposées et recomposées, qui créent des problèmes très sérieux De suivi. pour les enfants. De savoir qui est finalement l'adulte qui a la responsabilité et qui s'en occupe. Donc, je ne veux pas non plus peindre le diable sur la muraille. Il y a 2 autres problèmes qui sont, à mon avis, relativement importants. C'est la question de la pauvreté. On n'est peut-être pas dans l'extrême pauvreté, mais je pense qu'il y a quand même des familles qui sont dans l'extrême pauvreté, mais on estime que dans notre pays, on a 200 et 250 000 enfants qui sont dans la pauvreté, sinon extrême, du moins caractéristique, significative, enfants de familles, la plupart du temps, soit étrangères, soit clandestines également, soit monoparentales. C'est un peu. Et puis, l'autre grand problème reste le problème des enfants migrants non accompagnés, donc ce qu'on appelle les mineurs migrants non accompagnés. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des enfants qui ont migré, mais il y a des enfants très jeunes qui migrent tout seuls. On a des enfants qui arrivent dans nos pays à 11, 12, 13 ans et qui sont non accompagnés et pour lesquels on a véritablement de grands problèmes. Et puis, dans ces migrants, on a évidemment toute la question des enfants qui sont non déclarés ou clandestins, qui existent, qu'on essaye de scolariser. Ça va relativement bien jusqu'à 15 ans, où le système scolaire les absorbe. Mais dès qu'ils sortent du système primaire, alors là, c'est la fuite en avant. Et puis on a la fameuse limite des 18 ans, où souvent les autorités acceptent de les tolérer comme enfants, mais au jour des 18 ans, préparent le billet d'avion ou le bon de sortie, qui sont des situations qui restent des situations compliquées, difficilement acceptables sur le plan humain et sur le plan des droits humains, et qui violent clairement les droits de l'enfant et les droits des jeunes. C'est clair.
il y a d'autres situations, le handicap, etc. Mais enfin, Avant de conclure ce débat, j'aimerais juste que vous nous disiez, vous êtes, encore une chose, vous êtes président de la Constituante. Je ne vais pas expliquer ici ce que c'est que la Constituante, vous ferez mieux que moi. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, que vous voudriez voir inscrit dans cette Constituante, dans cette future Constituante? Alors, je suis président du bureau transitoire. Donc, Pardon. ça veut dire que mon règne va toucher à sa fin prochainement. Mais je reste constituant, je reste membre, évidemment, de commissions thématiques. Et il est évident que si je me suis engagé dans la constituante, c'est que j'avais une petite idée derrière la tête. Je n'ai jamais fait de politique dans ma vie. Sauf que j'ai toujours fait la politique des enfants et des droits de l'enfant, mais ça, c'est, je veux dire par là que j'ai jamais fait de politique. Le politique. Oui. Vous avez fait le politique. Le politique. Jamais fait de politique partisane. Donc, la constituante a présenté, au moment où on a eu l'idée de lancer l'initiative de réformer la Constitution, a présenté un espace pour réfléchir de manière approfondie et nouvelle, puisque notre Constitution date de 1907 et n'est pas en 1907 de droits humains au sens moderne du terme. Il n'y avait pas de droits de la femme, il n'y avait évidemment pas des droits de l'enfant, il y avait en tout cas très peu de respect des personnes âgées, elles se débrouillaient comme une. Et donc il y a tout un dialogue intergénérationnel qui doit se faire, il y a toute une attention qui doit être portée aux droits humains. Et le préambule serait un excellent endroit pour, en tout cas, déjà les annoncer. Et ensuite, il y aura, j'espère bien, un certain nombre de chapitres, d'articles, pas de chapitres, dans les droits fondamentaux qui seront consacrés aux enfants et aux relations des enfants avec les parents, avec les adultes et avec également les personnes de mon âge. Et puis, comme on est dans un lieu de culture, et qu'on est ici dans des rencontres, je félicite les organisateurs, hein, quand même, c'est extraordinaire. Je me demandais comment vous faites, Madame Sturm, pour un jeudi soir de l'Ascension, avoir une salle pleine à 20h30. Je fais rien, c'est vous qui attirez tout ce monde. Alors, je félicite tout le monde. Alors, dans un tel lieu, je ne peux pas m'empêcher non plus de réfléchir à la culture et à la nécessité, évidemment, pour notre pays de promouvoir aussi ce type d'activité. On n'a pas d'article dans la Constitution actuellement sur la culture. Je pense que c'est le dernier moment. Donc voilà. Et il y en a bien d'autres. J'aimerais... Pour conclure, est-ce que, en quelques mots, vous pourriez nous dire l'action ou la réalisation que vous faites dans votre vie qui vous a donné le plus de bonheur, qui vous a donné le plus de fierté? Lequel veut commencer? Alors, en quelques mots, ma bataille pour les droits de l'enfant, et comme vous avez compris, n'est pas une bataille au front, comme le fait si bien mon collègue, mais a été une bataille pour, par effet indirect, impliquer ou informer ou former les professionnels aux droits de l'enfant pour que, un, ils les connaissent, deux, ils les appliquent, puis trois, ils les fassent respecter, égal qu'ils aiment les enfants. Et ma plus grande réalisation est d'avoir fait admettre à l'université que les droits de l'enfant étaient une discipline universitaire. Il faudra qu'on vous réinvite
vite pour que vous développiez tout l'aspect universitaire et toutes les réalisations que vous avez mises sur pied pour les droits de l'enfant partout dans le monde, que ce soit par des masters ou par des MOOC, ou etc. Maintenant, j'aimerais donner la parole pour conclure à MLM. Votre plus grande fierté? Oh, elle n'est pas aussi grande. En réalité, ça me rappelle en 2002. On était dans l'un des quartiers de misère. Et on était en train de travailler un mélange de béton. Et puis je vois un jeune qui a l'âge à peu près de peut-être, il avait 29, 30 ans. Il était la risée de tout le quartier. Et chaque fois qu'il passait, il y avait un qui lui jetait une tomate, l'autre qui lui jetait un caillou, l'autre qui le bisquait. Et puis on ne savait pas pourquoi toute cette réaction. Et puis de jour en jour, ce jeune, qui n'avait pas toutes ses capacités intellectuelles, comme vous pouvez l'imaginer, mais qui était très gentil, qui n'agressait personne, mais qui était toujours tendu, énervé à chaque fois qu'il passait à côté. Et puis il s'est blotti à côté de nous. Donc, il s'approche chaque jour un peu plus, un peu plus, un peu plus. À le regarder, les habits déchirés, le visage presque noir, c'est peut-être il a passé, je ne sais pas, 2 mois sans prendre une douche ou un bain. Et puis à un moment donné, je vois, il s'approche, et puis tout d'un coup, il y a une bande d'enfants qui se rue sur lui, et puis qui lui jette des tomates, et puis tout d'un coup, je prête attention qu'il y a quelqu'un qui est complètement presque battu. Je me lève comme ça, et puis je commence à aller, disons, à crier. Et puis, mon cri n'est pas des plus simples, quoi. Et puis je le prends, je lui dis que tu t'appelles. Je l'appelle. Dans son bureau, c'est pas mal. J'ai dit, tu t'appelles comment? Et puis tout le monde l'appelait, c'est un jeu de mots, hein. On l'appelait Mukhtar. Mukhtar en arabe porte le nom d'un maire. D'un maire. Et je dis, bon, très bien, le maire, moi-même aussi je l'appelle le maire. Et puis après, il y a un qui vient chez moi et qui me dit, attention, c'est pas Mukhtar, il faut couper en deux le terme. Et ce que voulait le terme couper en deux, c'est-à-dire sans tête. Et puis je réalise que, donc, la gentillesse du mot va dans un autre sens. Et donc là, je dis, tu t'appelles comment? Il me dit Mahmoud. Je dis, regarde Mahmoud, viens ici. Tu as la maison ici? Il m'a dit oui, elle est là-bas. Je dis, regarde, tu vas te laver. Tu vas prendre un t-shirt. Tu vas prendre, vous avez vu la tunique bleue, hein? Un overall. Tu vas te faire propre et tu vas nous aider à travailler. Et tu t'appelles Mahmoud. S'il y a quelqu'un encore qui va t'appeler autre que Mahmoud et que tu vas lui répondre, je ne te parle plus jamais. On lui donne donc le sac, le t-shirt et tout ça. Il court et il revient. Il revient une autre personne qu'on n'a jamais pu comprendre comment il a pu changer. Et puis, tout d'un coup, le quartier, les jeunes n'osaient plus s'approcher de Mahmoud. Parce que Mahmoud était le protégé de tous nos jeunes. Et on leur a expliqué bien fort que si vous touchez à Mahmoud, vous touchez à nous. Depuis, Mahmoud est le volontaire qui n'arrête jamais d'exister et d'être présent à toutes nos activités. C'est Mahmoud.